Un nouvel invité à présent dans le Grand Journal en direct. Bonjour Franz-Olivier Gisbert. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes éditorialiste au Point et vous avez signé en novembre dernier le 3e tome de votre histoire intime de la Ve République, publié chez Gallimard, un tome qui s'intitulait Tragédie française. Franz-Olivier Gisbert, est-ce que les résultats du premier tour des législatives et les projections pour le second tour dessinent à vos yeux un nouvel épisode de cette tragédie politique à la française ? Oui, elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie parce que, vous savez, le fond est toujours plus loin qu'on croit, plus profond encore. Donc la France, elle tombe. Elle tombe depuis un certain nombre de décennies et, à mon avis, ce n'est pas fini. Et je pense qu'à un moment donné, quand on sera tout en bas, vous savez, c'est la célèbre formule d'Agrippa d'Aubigné, d'ailleurs, c'est comme ça que je termine ma trilogie, à un moment donné, on est tellement bas qu'on ne peut que remonter. Et remontera, parce que je crois en la France. Et remonter, ça passerait par quoi ? Par quel modèle ? L'union, une sorte de grande union nationale évoquée par exemple hier par Édouard Philippe ? Ah non, ça je crois pas du tout à ce genre de choses. Je pense que c'est par une politique d'autorité, de fermeté, une politique. Vous savez, on a un exemple très simple. Si je reprends ma trilogie, le premier tome c'est Le Sursaut, c'est Général de Gaulle. Oui. Enfin, le dernier, c'est la tragédie française, c'est là où on en est aujourd'hui. Mais le sursaut, qu'est-ce qu'il fait de Gaulle quand il arrive au pouvoir en 1958 ? Tout va mal. Tout va mal à tout point de vue. Des déficits partout, l'endettement est considérable, enfin bon, la 4ème République ne tient plus, enfin, il craque de partout. Et en plus, vous avez menace de guerre civile avec ce qui se passe en Algérie. Et de Gaulle, il change tout, il change les institutions, et puis il fait même un programme d'austérité extrêmement violent. Le célèbre plan Pinay-Rueff en 1958, fin 1958, qui fait d'ailleurs après les élections législatives, parce qu'il est pas bête, il fait son plan de rigueur après les élections, qui va gagner. Et ce plan de rigueur, il a été tellement violent et en même temps tellement positif pour l'économie française que nous avions une croissance à la 5, 6, 7% dans les années 60, ce qui n'a pas d'ailleurs empêché mai 68. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est toujours possible de redresser un pays comme la France. Moi, je crois pas du tout. Comment dire, les déclinistes. Il y a beaucoup de déclinistes en France, et ce sont pas ceux qui disent que ça va mal, dont je fais partie. Ce sont ceux qui disent il n'y a pas de problème, et ceux qui sont dans le déni, en disant il faut rien changer, ou qui disent non mais nos problèmes c'est la faute à l'Europe, c'est la faute à ceci. Alors justement, Franz-Olivier Gisbert, quels sont les ressorts, les motivations de l'électorat RN ? Est-ce que c'est toujours principalement le racisme et la xénophobie, ou est-ce que c'est beaucoup plus complexe que cela aujourd'hui ? Je vis dans le sud, moi. Je vote dans un petit village qui s'appelle Mérindol, dans le Vaucluse, où j'ai des tas d'amis, et je constate que ce parti est devenu aujourd'hui un parti attrape-tout. Ça fait déjà des années. Aujourd'hui, c'est très clair. Même des personnes, mais là, c'est plus à Marseille, que je croyais socialiste, m'ont dit, tout comme ça, oui, je vote RN. De toute façon, j'en peux plus, je vote RN. Et ce vote, quand on parle avec eux, on voit bien que ce sont pas les ressorts des années 80. De toute façon, Marine Le Pen, ça n'est pas Jean-Marie Le Pen. Les Français ont compris. Ce ne sont pas les mêmes, même s'ils portent le même nom, ce ne sont pas les mêmes. Je pense que ça a beaucoup évolué. Je pense que les ressorts principaux, il y a évidemment l'immigration, le sentiment que l'immigration n'est pas contrôlée. Je dirais aussi l'absence générale d'autorité, l'espèce de sentiment de déclassement et d'élitement. Le sentiment de déclassement est très fort, vous savez, dans notre pays, parce que c'est pas vrai. Il n'y a pas d'appauvrissement. Il y a des démagogues qu'on voit sans arrêt à la télé en train de vous expliquer que le pays s'appauvrit, que le pouvoir d'achat baisse. Tout ça, il faut, bien sûr. Il monte lentement, peut-être. Mais le vrai sentiment, c'est le déclassement. Et le déclassement, c'est très simple. Il y a un chiffre qui résume tout. Au début des années 1970, la France était parmi les 5 premiers pays en termes de richesse nationale par habitant, ce qu'on appelle le PIB par habitant. On était avec la Suède, les États-Unis, la Suisse, on était tout en haut du tableau. Aujourd'hui, on est 26e dans certains classements, 28e dans d'autres, 30e, enfin ça dépend des classements, mais en fait, on a beaucoup dégringolé et on continue à dégringoler. Je crois que ce sentiment est très profond. Alors, il y a une espèce de volonté, oui, de reprise en main, quoi. Je crois que c'est comme ça que je définirais les choses.
Alors la grande question de ces heures à venir, et c'est celle évidemment des désistements pour faire barrage au RN et pour certains à LFI également. On a entendu beaucoup de choses hier et pas mal de choses contradictoires. Qu'est-ce que vous en avez compris, François-Olivier Gisbert? Qu'il y a une grosse tambouille en cours, vous savez. Alors ça ne se déroule jamais en plein jour. Alors donc il y a des petits signaux comme ça. Le plus bête, parce qu'il est tellement voyant et est un peu ridicule, c'est le retrait de la loi de la réforme de l'assurance chômage qui était demandée par le nouveau Front populaire et plus particulièrement d'ailleurs par LFI, mais enfin par tous les autres. Et donc ça, on voit très bien que c'est pour les macronistes ont dû s'entendre dire de toute façon, si vous le faites pas, il n'y a pas de négociation possible. Bon, et là, le décret devait être publié aujourd'hui. Coup par coup. Oui, et là, bon, voilà, de toute façon, ça doit se faire vite. Ça se fait, vous savez, ce genre de choses, ces tambouilles se font entre 3-4 personnes, donc ça se fait vite, au cas par cas, comme ça. Et là, on voit bien, on aura les résultats très rapidement. Puis vous savez, après, il suffit de regarder les cartes, on voit et on comprend tout. On comprend ce qui s'est passé. Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon. Fois, ouais. Et souvent, il y a des accords électoraux entre des partis qui sont soi-disant ennemis. Ça, c'est pas nouveau, franchement. Jean-Luc Mélenchon s'est présenté hier, juste après 20h, aux côtés de Rima Hassan, députée européenne, LFI, et de ce kéfier palestinien. Quel message a-t-il cherché à envoyer à ce moment-là à ses électeurs et à la France de manière plus générale? C'est ce que j'appelle dans les éditos du Point la gazaouisation de la vie politique française. C'est la gazaouisation. D'ailleurs, vous avez bien vu, après cette prestation à la télé, sur toutes les chaînes de télé, avec Rima Hassan, il est allé à l'espèce de manifestation soi-disant contre le Rassemblement national à Place de la République. La place de la République, où là, en fait, il y avait beaucoup de drapeaux palestiniens et des slogans. C'est-à-dire, si vous voulez, j'ai l'impression que la détestation d'Israël et des Juifs rassemble plus que le refus du Rassemblement national. C'est un carburant électoral. C'était devenu, oui, voilà. Ça marche mieux parce que je pense que on voit bien, c'est ce qui a donné cette force aujourd'hui. Il faut être lucide. Hein. C'est un calcul totalement électoraliste de la part de LFI et ça marche. Ça marche, c'est-à-dire il y a au fond en France un antisémitisme assez profond et là il y a une résurgence. À travers ce qu'on appelle les quartiers, les musulmans, etc. Et aujourd'hui, il est là, quoi. Il est revenu. Et vous avez des députés LFI comme, je pense qu'il sera réélu d'ailleurs, parce que ça leur a réussi plutôt tous ceux qui ont fait ça. David Guiraud qui explique que de toute façon, voilà, il a appris la question juive à travers les textes, si je peux me permettre, les idioties d'Alain Soral et de Dieudonné. Voilà. On en est là aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est vraiment l'extrême droite qui a nourri l'extrême gauche. Merci beaucoup, François-Olivier Gisbert, d'avoir été avec nous cet après-midi. Je rappelle le titre du 3e tome de votre histoire intime de la 5e République, Tragédie française. C'est publié aux éditions Gallimard. Très bon après-midi à vous et à très bientôt. Merci, vous aussi. Merci, au revoir. Merci.